Bienvenue sur Fleur d'Avocat, je suis Lilia Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe et tous les 5 épisodes d'un avocat ou d'une avocate reconvertie. Aujourd'hui, mon invité est Sneha Ashtikar. Sneha est d'origine indienne, elle est venue en France après avoir passé son barreau en Inde et a exercé en cabinet d'affaires pendant 3 ans avant de quitter la profession d'avocat pour rejoindre le monde du marketing et de la communication. Et aujourd'hui, elle fait une fusion parfaite de tous ces mondes puisqu'elle est directrice marketing au sein de la Legal Tech Youth Mundi, qui est un éditeur de documentation juridique en droit international, donc tout ce qui est droit positif international ainsi que décision d'arbitrage, etc. Je me dois de vous dire que Sneha a eu l'extrême gentillesse que nous enregistrions cet épisode en dernière minute, puisque l'interview que j'étais censée diffuser, l'invité m'a demandé si nous pouvions en reporter la diffusion. Donc Sneha a réagi au quart de tour et a accepté mon invitation en dernière minute et je la remercie vraiment chaudement pour sa disponibilité à cet égard. Un grand merci aussi à Charlotte Ponce pour la recommandation et je vous souhaite à tous une très bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Sneha Ashtikar. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Merci à toi. Alors Sneha, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenue avocate. C'est une histoire, il y a à peu près plus de 10 ans, 12 ans, j'ai commencé mes études de droit en Inde avant de venir en France, mais même en Inde, c'était une décision pas du tout facile parce que vu que les Indiens, ils choisissent tous l'ingénierie, la médecine, la science et tout ça, moi, j'étais pas du tout forte dans ces métiers-là. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je suis pas un artiste ou quoi, et j'aime bien les langues et j'aime bien la science politique. Donc, du coup, je me suis un peu inspirée par ces deux choses-là. Et après, j'ai choisi, OK, pourquoi pas le droit? Parce que finalement, finalement, le droit, il y a énormément de chance professionnellement aussi. C'est une belle formation aussi autant que un citoyen. Je crois que il manque cette formation dans la société. Donc, je le voyais un peu que OK, je vais pas perdre mon temps si je fais le droit. Donc, tout s'est commencé au hasard. J'ai j'ai personne dans ma famille qui est avocat. Je suis la première. Donc, c'était challenging de ce sens parce que l'école de droit, c'est en Inde typiquement, ça reste une profession dans la famille et dans les cabinets même, on voit en fait les associés sont surtout de la famille. Donc, moi, je suis la première. Mais j'aime bien les challenges. Du coup, c'est commencé comme ça et j'ai fait 5 ans de droit. C'est comme ici en France aussi, c'est à peu près la même chose. Et j'ai pris le barreau et ensuite Donc tu es devenue avocate en Inde? Oui, d'abord en Ok. Inde. Mais je n'ai pas travaillé du tout en Inde. J'ai pris le barreau et après je suis venue en France. Ça, c'est Ah, une donc autre tu es tout de suite histoire. venue en France. Exactement. Pourquoi est-ce que tu es venue en France? Comme je t'ai dit, j'aime bien les langues. Donc quand, juste après, le bac, l'équivalent de bac, en Inde, j'ai commencé avec le japonais. Donc c'était la première langue, que je me suis dit: «OK, on va tenter, ça, c'est super challenging». J'aime bien les challenges et donc les langues, c'était d'abord le japonais, mais c'est assez vite, c'est devenu, super difficile et sans avoir une formation dans une institution, dans une école des langues, un peu comme INALCO sur Paris, c'est pas du tout facile apprendre une langue comme ça. Donc le deuxième choix, c'était OK, qu'est-ce que je peux faire? Je cherchais une institution et je suis tombée sur l'Alliance française de Mumbai.
et j'ai commencé mes cours de français chez eux pendant 2 bonnes années avec mes études de droit. Et du coup, il y avait toujours le français et la France dans ma vie, la culture française, et cetera. Même si j'étais en Inde, on a eu des festivals quand il y avait des festivals de Cannes et tout ça. On a eu quelques diffusions des films à l'institution, donc c'était très chouette comme une belle expérience pour apprendre la langue avec de la culture autour de moi. Donc, avec ça, je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux faire?» J'ai tellement envie d'aller à l'étranger, mais pas comme tous les Indiens à Londres ou aux États-Unis, à New York. On connaît bien les histoires, les anglophones qui choisissent les pays anglophones. Donc, moi, je me suis dit: «OK, je vais faire une autre chose, think out of the box». Et j'ai choisi la France. Il y avait une deuxième raison, je viens du système du common law et j'étais tellement intéressée par le système du droit civil, hem, Qu'est-ce qui qui n'a rien à t'intéressait sur voir, le système du droit civil? parce que les choses que j'avais entendues, que c'est très scientifique, 1 plus 1 c'est toujours 2 sous droit civil, droit français, et c'est complètement l'inverse au système du droit commun. C'est pas du tout comme ça. Si vous avez un précédent, on peut dire que non, 1 plus 1 c'est bien 10, hein. Il y a il y a quelqu'un qui l'a dit dans le passé, donc on peut réutiliser. Bon, c'était l'impression que j'ai eue. Et d'ailleurs, je confirme que dans les jugements, j'ai tout de suite senti que c'était évidemment, je sentais la différence entre les 2 systèmes du droit, et les jugements, c'était une page, et en Inde ou aux États-Unis ou en Angleterre aussi, c'est la même chose. Les décisions de 200 pages, et le devoir, c'est de trouver le rationnel dans les 200 pages. Donc, c'est une lecture assez longue, et versus en France, c'était une page. Donc, autant qu'une étudiante, j'étais plutôt contente d'avoir une mini lecture et pas de 200 ou 300 pages. Ouais, mais Donc, après, tu voilà. as découvert le commentaire d'arrêt et le fait que du coup, il Oui, fallait pouvoir écrire 200 pages sur la base d'une page exactement, en lisant exactement. entre les lignes de cette unique page rédigée pleine de sous-entendus et d'affirmations non dites. Exactement, c'est ça, c'est ça. Mais Et donc, et ouais. donc, tu arrives en France avec ton barreau indien en poche. Tu n'as jamais exercé en Inde. Tu sais un petit peu parler français parce que tu as pris les cours à l'Alliance française et tu t'es abreuvé de la culture française diffusée par le biais de l'Alliance française à l'étranger. Euh, c'est vrai que la France est assez efficace quand même pour diffuser la culture française à l'étranger, il faut le reconnaître. Et donc, tu viens avec ce bagage en main et ta curiosité pour le droit civil. Et qu'est-ce que tu fais une fois arrivé en France? Déjà, j'aimerais bien mentionner que je ne suis pas venue en France avant 2012, hein. Je suis déménagée en 2012, donc déjà, c'était la première fois, je décide de déménager dans un autre pays que j'ai jamais visité, donc c'était, bon, après, Paris, on dit que c'est toujours une bonne idée, donc je suis en arrivant j'ai fait Sciences Po, j'ai fait un master en droit économique, c'est un master de 2 ans. Donc, je suis devenue comme un étudiant de nouveau, droit civil, droit français à Sciences Po. Et dans la deuxième année, j'ai fait une spécialité de l'arbitrage international. Donc ça, c'était la deuxième année. Et la première année, c'était quand même quelque chose parce que avant, j'ai appris le français, mais j'ai eu 2 ans à peu près, dont c'était les dernières années de l'école de droit en Inde. Donc il fallait
qu'on Que tu travailles travaille. beaucoup. Oui, exactement. Et du coup, j'avais perdu le lien un peu avec la langue. Et comme on n'a pas la chance d'avoir beaucoup de Français, c'est peut-être changé d'ailleurs maintenant, mais à l'époque, c'était très difficile. Donc, en arrivant, ma réaction était OK, je comprends tout ce que vous dites, mais pour la réponse, il me faut 5 minutes. Donc, c'était pas du tout naturel, même à l'école, hein, c'est Sciences Po, c'est très, très international. Donc finalement, on a eu plein de nationalités. Ça, c'était une belle expérience. Mais la première année, oui, c'était c'était quand même quelque chose que je ne vais pas oublier dans le futur. Et Ouais. j'ai fait une année de césure après la première année, juste parce que je suis, en arrivant en France, je connaissais pas du tout le marché juridique. Je connaissais personne. J'avais un ami qui faisait ses études à Sciences Po et c'est un peu comme ça que j'ai choisi Sciences Po. Et et l'année de césure, c'était une décision assez stratégique pour mettre mes pieds dans le marché à Paris, des grands cabinets, de un peu savoir ce que je peux faire. Comme je n'avais pas exercé en Inde, je n'avais pas une idée. Est-ce que je fais droit commercial, contentieux, l'arbitrage, droit international public, qu'est-ce que je peux faire? Donc c'était un peu ça et j'ai fait un an de stage chez Gilles Loiret Noël pendant un an dans fusion acquisition. Donc Ça voilà, a été donc facile c'est pour toi de trouver un stage? non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bon, mais après, c'est au moins en France, on voit des sites internet, il y a des emails et tout ça, donc l'information sur les avocats, les associés ou les postes, les offres sont publiques. En Inde, il faut aller en personne. Donc déjà, je le voyais comme un avantage que je peux tout simplement envoyer un email, envoyer ma candidature et voilà, c'est fait. Euh, Ça m'a pris 6 mois pour trouver quelque chose. Donc en arrivant vraiment, on arrive, je suis arrivée en août, et à partir de décembre, il fallait qu'on postule parce que dans les grands cabinets de Paris, et, c'est la même histoire dans le monde, qu'il faut postuler un an en avance, 6 mois en avance, et j'avais entendu des histoires comme ça. Donc j'ai commencé en décembre tout de suite. Ça m'a pris ouais, 6 mois à peu près et j'ai postulé, je sais pas, trentaine de cabinets pour avoir et voilà. Donc j'ai eu le seul entretien en fait que j'ai eu, c'était avec chez Gide et un associé qui cherchait justement une collaboratrice stagiaire avec le barreau indien parce que le Ah oui, barreau ils indien, cherchaient spécifiquement, avec le barreau indien? oui, c'était un avantage sur mon CV. Parce que les autres stagiaires, c'était vraiment des stagiaires et pas une personne qui a déjà le barreau. Donc ça, j'ai eu un peu d'avantage sur ça. Et en plus, le barreau indien est fermé aux étrangers. Donc moi, je peux venir en France et je peux prendre le barreau français parce que j'ai fait mes études ici. Mais toi, par exemple, tu ne peux pas faire la même chose en Inde. Tu peux faire tes études, mais tu ne peux pas passer le barreau parce que c'est gardé Aux Indiens. aux Indiens. Et c'est la même chose, je crois, même en Chine aussi, ça marche comme ça, le barreau. Et du coup, c'était un vrai avantage. Et dans le pitch, dans la lettre de motivation aussi, je le mentionnais que ça, c'est un avantage. Et sur Paris, vous n'avez pas beaucoup des Indiens avocats, en tous les cas. Donc, je crois que qu'ils m'ont pris avec sur la base de mon raisonnement, un peu une double formation. Et puis,
Voilà, donc j'ai passé, 1 an chez Gide, j'ai fait quelques mois à Pékin aussi chez Gide, pour avoir une expérience, je cherchais en fait, une expérience en Chine, donc c'était, Donc c'est quelque chose que tu as négocié avec eux? oui, Quand exactement tu es et rentrée pour le premier stage, tu leur as dit: «J'aimerais bien oui. aussi aller dans un de vos bureaux, à l'étranger» et du coup, ça a été possible que tu ailles en Chine? Oui, exactement et comme, Gide ou dans les grands cabinets d'avocats, c'est multinational, donc c'est assez bon, c'est pas assez facile, mais ça facilite des choses parce que ça reste, en interne, dans le cabinet, donc il faut, contacter les associés, sur place, et s'ils cherchent, quelqu'un, c'est fait comme ça. Donc moi, je suis partie, pendant 2 3 mois en Chine, c'était, aussi une expérience, de voir, les Chinois et leur activité professionnelle, en France, parce que c'est inbound, outbound les 2. Les Français qui vont en Chine pour faire, leur business. Donc nous, on était au milieu, donc ça, c'était, très cool, comme expérience. Ouais, et ton expérience en fusion-acquisition chez Gide, elle s'est passée comment? Fusion-acquisition, c'est cross-border, donc c'était très, très international. Moi, personnellement, j'ai eu, des dossiers dans différents domaines, tout ce que tu veux, oil and gas, propriété intellectuelle avec les marques parce que tu peux avoir des fusions, les marques qui se fusionnent, qui achètent d'autres marques, donc c'est un peu côté fashion, sur Paris. J'ai amusé bien avec, ce dossier-là et puis, on a eu aussi quelques dossiers en projet minier, c'était assez divers, mais tout le temps international et j'ai aimé. Je cherchais justement ça parce que, moi je suis étrangère, et il fallait que ça reste international dans le travail que je fais et du coup c'était très intéressant, de travailler en fusion-acquisition. Mmh, et du coup, à la fin de cette année de césure, tu fais cette année en arbitrage international? Voilà, donc la deuxième année, j'ai fait aussi un concours, de moot court, Oui, le fameux. de oui, voilà, de Jessup, International Law Moot Court et là, c'était juste en fait, pour construire, une expérience si j'aimerais bien changer, aller travailler en droit public et je conseille tout le monde, tous les étudiants, de faire, les concours parce que ça montre, la motivation, de justement montrer, que vous êtes intéressé par ce domaine, du droit. Donc moi, j'ai fait Jessup et ça collait bien avec, l'arbitrage finalement parce que dès que c'est droit international, ça rentre, un peu, ça fait partie, du même domaine. Et j'ai fini, oui, la deuxième année avec une spécialité en arbitrage, mais Gide m'a proposé, une collaboration, donc je suis revenue en fusion-acquisition. Ah! Heu et c'était aussi, une histoire, partagée, j'imagine, avec les autres, étrangers, sur Paris. Problème de visa. Hem, moi, OK, en France, pour, les étrangers, on a quand même, la chance d'avoir, 2 ans, c'est Emmanuel Macron, je crois, c'est lui, qui a fait ce système de visa, de donner aux jeunes diplômés des grandes écoles 2 ans de, visa de travail et c'est comme ça, j'ai été rassurée qu'au moins ils vont pas me demander de rentrer chez moi et je ne suis pas pressée, sur trouver, une collaboration. Mais je savais en même temps que c'est très, très difficile, pour, les étrangers, dans les grands cabinets, à l'époque, je n'avais pas un projet de, passer le barreau de Paris. Je cherchais plutôt, barreau en Angleterre, solicitor, pour garder en fait cet, côté international et du coup, je ne voulais pas prendre le risque, d'attendre, de refuser une offre, et de tenter ailleurs, du coup, j'ai accepté
Donc c'était un peu, enfin C'était un c'était choix, j'imagine motivé par le fait que tu avais aimé ta première année chez Gide, mais quand même un petit peu par la contrainte de la peur de pas de ne trouver pas du avoir travail assez oui. rapidement pour avoir une situation de visa, confortable. Oui, exactement et je voyais en fait mes amis, les diplômés avec moi, c'était, surtout en arbitrage, c'est un marché, très, très, concentré et on voit pas assez souvent, les offres on les voit, hein, mais il y a peut-être 500 personnes qui vont postuler pour une offre, dans un grand cabinet donc la concurrence, est assez forte. Et du coup, voilà, c'était un choix et en plus, je le voyais comme un avantage que j'ai déjà fait 1 an chez Gide, je connais tout le monde, je connais mon équipe, je connais l'associé responsable avec qui je vais travailler. Donc c'était un avantage, de continuer, chez eux j'ai passé, oui, 3 ans comme collaboratrice, chez Gide, avant Comment se sont de passés ces 3 ans de collaboration en fusion-acquisition chez Gide? Ça allait assez rapidement, c'est très vite, hein. Les 3 ans, c'est comme, j'imagine comme tous les avocats, on travaille pas mal, surtout dans un grand cabinet, donc un rythme de travail assez chargé et ça s'est passé, oui, très, très vite. Mais au bout de 3 ans, la question pour moi, je réfléchissais en fait parce qu'avec le travail, j'ai vu différents domaines. Hem, la connaissance du business, c'est un avantage, à mon avis, quand on travaille en fusion-acquisition, qu'on voit le cœur, du business, d'une activité du domaine, notamment, je ne sais pas, oil and gas, c'est une industrie, si on fait pas des études d'ingénierie, je ne sais pas comment je peux savoir plus, sur, ce domaine. Donc ça m'a inspiré en fait un peu de réfléchir à qu'est-ce que j'aimerais bien faire en long terme et comme j'étais déjà dans un grand cabinet, heu, le challenge, ensuite, c'était de devenir associé. Mais pas plus parce que, OK, on peut changer les cabinets, mais de rester toujours dans ces domaines, de cabinet multinational, enfin, c'est de devenir associé, c'était tout le monde pense à ça d'ailleurs, je crois, quand on fait, l'avocat Tout le et pour monde, je moi, sais pas, mais c'est en tout cas, ouais. effectivement, c'est quelque chose qui revient. Effectivement, ça fait partie des quelques débouchés qui semblent assez identifiés quand on Ah intègre ce oui. genre de structure comme étant le défi le Graal à obtenir, quoi. Mm. Oui, surtout, dans les grands cabinets, je crois que c'est aussi l'ambiance, qu'on est censé à penser tout le temps que, oui, j'aime, l'associé en fait, c'est ça en fait comme, de dire que oui, j'ai tout fait, j'ai tout vécu, dans le domaine. Mais, enfin, pour moi, c'était pas le cas. Il fallait que je réfléchisse, en long terme, qu'est-ce que j'aimerais bien faire et en même temps sur Paris, j'ai eu beaucoup d'amis, qui ont soit monté leur propre start-up ou qui travaillaient dans les start-up. Station F, ça Comment ça faisait se fait aussi, que tu as eu beaucoup d'amis qui ont intégré, parce que tu viens quand tu es arrivé en France, tu as intégré Pardon, tu as intégré le milieu Sciences Po et le milieu Sciences Po juridique avec le droit économique et ensuite l'arbitrage. Tu as fait cette année de césure juridique chez Gide. Donc, comment est-ce que tu as développé un réseau qui s'est retrouvé être un réseau très start-up? Sur Paris, oui, c'est vrai que je connaissais personne, donc d'abord j'étais étudiante et je connaissais, les autres étudiants de Sciences Po qui sont assez vite devenus mes amis. Mais, hors de, mes amis, à l'école de droit, il faut aller où j'ai fait plein de soirées, où, j'ai Je veux tout finalement, savoir, Snéha. oui, oui.
Et comme tous les étudiants, les soirées, tous les jeudis, c'était franchement, je suis une grande fan de networking et c'était bon après, quand je rencontre quelqu'un, il n'y a pas de stratégie derrière, que OK, la personne va m'aider après ou quelque chose, mais Oui, j'aime oui, bien c'est juste tu bien rencontrer des gens et il se trouve que ça devient un cercle vertueux, mais voilà. bien sûr, je ah Oui, là là, donc on n'arrivera pas à s'en défaire de cette image du networking, très intéressé et très avide finalement, alors que ça part, souvent juste de beaucoup de plaisir à rencontrer les gens, oui, donc toi, en tout cas, tu vas à des soirées, tu fais ta vie étudiante, tu vas à des soirées et pas qu'à des soirées d'étudiants en droit. oui, Et du voilà. coup, tu rencontres, pas mal de personnes et parmi ces personnes, est-ce que c'est aussi parce que tu es allé à des soirées spécifiques du secteur start-up ou du secteur tech? Tu vois, il y a des after-work qui sont Oui, spécifiques de ce milieu-là? Ou est-ce que non, c'est même pas ça, c'est juste le hasard de tes rencontres lors de tes soirées qui fait que, c'était au heu hasard. ouais, ça a été C'était au hasard? vraiment au OK. hasard. Oui, 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 c'était vraiment au hasard, mais après j'ai eu de la chance de tomber, de rencontrer, ces gens-là parce que ça m'a fait, découvrir, le marché, les incubateurs, sur Paris, notamment sur Paris et en même temps, on a vu aussi, la naissance de Station F, et beaucoup, beaucoup de startups et eux aussi, ils font pas mal des événements et mes amis, en fait, ils ont assisté pas mal des événements de Station F et une ou 2 fois, ils m'ont invité. C'est comme ça, c'était, aussi, j'ai créé, en fait, ce réseau de, par les conférences, dans le monde des startups, oui, c'était Station F, ils font, des événements gratuits et c'est là-bas, en fait, où, on peut voir, les autres entrepreneurs, les jeunes, start-up, de savoir un peu plus sur, l'écosystème, de start-up, en France, la French Tech, la révolution. Bon, c'est ça, c'était, j'ai été passionnée, ça m'a attiré tout de suite, ce milieu, de start-up et tout de suite, j'ai réfléchi: «Qu'est-ce que je peux faire?» OK, je suis avocate. J'ai eu quelques dossiers avec, dont, l'acquisition était, d'une start-up où c'était une start-up qui achetait, une autre, entreprise. Donc j'avais vu comment il fonctionne, en interne, mais c'était la seule visibilité que j'ai eue comme leur avocat et pas forcément, de travailler, dans une start-up. Donc, assez rapidement, je change mon avis. J'aimerais bien travailler dans une start-up. Je ne sais pas quel type de start-up ou en quoi. Et je réfléchissais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre comme une juriste dans une grande entreprise ou je change complètement parce que start-up et les CAC 40, c'est rien à voir avec les challenges sont différents. Et encore une fois, c'était un choix par mes problèmes de visa. J'ai décidé de partir, de quitter Shigit parce que j'ai réalisé en fait en long terme, je ne serais pas contente si je continue. Après, je n'ai pas aussi une ambition de faire l'associé. Donc, si je reste plus longtemps, plus difficile ça devient pour changer parce que dans les entretiens, les gens demandent forcément, mais pourquoi vous voulez changer? Vous travaillez dans un grand cabinet d'avocats Vous et avez une vie pourquoi? parfaite, pourquoi Oui, est-ce que vous voulez partir? oui, exactement. Pourquoi vous voulez moins de salaire chez nous dans une start-up? Des questions comme ça un peu, Pourquoi est-ce que vous voulez venir dans des bureaux, complètement désorganisés alors que vous êtes dans des locaux absolument magnifiques chez Gide? voilà. Exactement. Donc c'était, le challenge, les gens disent que: «Ah mais tu as fait» quand j'ai décidé que OK, je vais partir, du domaine complètement, les Donc réactions, pas du tout de FUSAC, non, enfin, en fait, non, du coup, tu c'était tu as décidé que tu voulais pas non plus devenir juriste en entreprise ou en start-up?
J'ai tenté un peu, mais la réaction, dans les entretiens, ils m'ont dit que j'étais très junior, 3 ans, c'est pas assez, qu'il fallait, 5 ans minimum et moi je ne ils m'ont demandé: «Ah mais tu peux attendre 2 ans, c'est pas ça va vite, 2 ans et après tu peux repostuler». Mais moi je ne voyais pas ça comme, en long terme, mon projet n'était pas ça et du coup, j'ai fait un choix et j'ai dit: OK, maintenant que j'ai compris que je suis très junior pour être juriste. En tous les cas, parce que si on fait juriste dès le début, c'est facile de monter. Mais de changer d'un cabinet, je suis étrangère en plus, d'aller travailler, donc c'est très, très compliqué et limité. J'ai Euh, jamais compris pourquoi il y a cet espace. Alors, cela étant, c'est vrai que le marché de juriste d'entreprise est un petit peu biaisé par les personnes qui viennent comme avocats. Et donc, il y a des entreprises qui recrutent pas de juristes qui n'ont pas été avocats avant, même si je pense que ça commence à changer parce que ouais, le métier de juriste d'entreprise a quand même ses spécificités et donc voilà. Mais c'est vrai que c'est marrant qu'il y a vraiment ces deux escaliers, c'est-à-dire que c'est où on recrute niveau zéro et voilà, ou il faut attendre 5 à 7 ans pour être éligible. Enfin, il y a vraiment ce truc qui se dit euh, où c'est voilà 5, 6, 7 ans en cabinet d'avocat et puis ensuite tu postules pour devenir juriste. C'est assez oui, étrange. Et donc toi, du coup, tu étais dans cette espèce d'entre-deux. Et attends, j'ai une question parce que tu as mentionné le fait que même par rapport à ton visa, le statut en cabinet d'avocat, enfin, c'était potentiellement mieux si tu changeais. Est-ce que c'était à cause du statut de libéral? Ah ben non, parce que exactement. ouais, parce que Non, tu non, mais étais si, si, si. j'étais profession libérale et par visa aussi, c'est un statut de profession libérale. C'est pas le même visa comme salarié que j'ai maintenant et assez récemment, je suis devenue française. Donc Ah, maintenant, j'ai plus de problème de visa. Mais avant, oui, oui, c'était profession libérale et pour les salariés, ils ont commencé de donner 4 ans de visa d'un seul coup si vous, il y a un critère, hein, mais après, si on travaille dans les grandes entreprises, on rentre assez facilement dans les critères et il n'y a pas de problème. Mais profession libérale, c'était quand même quelque chose à la préfecture, même avec le grand cabinet. Ils oublient en fait que le cabinet est grand. Ils voient ça vraiment comme une activité indépendante et comment tu gagnes de l'argent. Et si on voit en fait vraiment profession libérale aujourd'hui dans les grands cabinets d'avocats, c'est un salaire qu'on reçoit. C'est c'est pas du tout un variable ou quoi. C'est pas comme des associés en tous les cas. Donc c'est un salaire. Je le vois comme un salaire. On et reçoit donc aussi la même avec TVA. le beau chiffre d'affaires que tu faisais comme indépendante chez Gide, la préfecture, il disait non, non, tout ça n'est pas fiable. Oui, ils voyaient ça comme une menace, que mais qu'est-ce qu'elle fait, une avocate indienne sur Paris, ça colle pas à cette histoire, c'est très bizarre. Mais en tous les cas, j'ai eu le visa pendant quand j'étais chez Gide, il y a eu quelques questions, mais toujours ce stress annuel. Après, il y a le stress de juste faire l'avocat hein, et en plus de ça, mon stress aussi c'était aussi, est-ce que je vais avoir mon visa? Parce que sans visa, je ne peux pas travailler demain dans le cabinet. Donc OK, j'ai un job, une super, collab, dans un grand cabinet, mais si je n'ai pas de visa, je peux pas travailler en tous les cas. Ouais. Donc Et à côté de ça, voilà. tu avais tout cet écosystème startup Oui. qui te faisait les yeux doux, enfin voilà, qui t'attirait de l'extérieur. Et donc, du coup, tu as commencé à chercher. Juriste, tu as vite compris que ça allait pas être la bonne voie d'entrée. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, comment est-ce que tu t'es positionné? Ça, c'était un choix assez évident, mais pas du tout évident finalement, parce que, la grande question était: est-ce que j'aimerais bien rester dans le domaine, par exemple, de travailler dans une legal tech? Je ne sais pas dans quelle capacité, pas forcément comme leur, juriste, d'entreprise, mais je ne savais pas. Donc legal tech, ça, c'était un choix assez évident, mais
Après, finalement, en France, si tu vois, il y a deux, trois, on n'a pas un grand choix de legal tech ici. Et du coup, ça, c'était option numéro un. Et puis, la deuxième option, c'était de rester très ouverte aux toutes les possibilités, c'est-à-dire, par exemple, marketing, toutes les compétences que je peux réutiliser. Et le grand avantage dans le monde des startups, c'est ils te demandent pas un diplôme ou quoi, c'est ils regardent vraiment ton CV, ta motivation, ta personnalité, et c'est vraiment si est-ce que c'est un match ou pas, si la personne peut travailler dans l'équipe ou pas, est-ce que la personne peut assez vite s'adapter. Du coup, voilà, les questions sont pas du tout les mêmes comme un entretien typique d'un grand cabinet d'avocats, par exemple. C'est des questions Mmh. classiques sur le Ouais, code ce de que vous avez fait vos commerce, études, et cetera. voilà, Oui. c'est ça. Donc c'était, je savais que c'est le monde est flexible avec les startups, donc je peux rester ouverte. Et voilà, donc j'ai postulé sur Welcome to the Jungle, mais toutes les annonces que j'ai vues, où je me voyais, en fait, parce que finalement, c'est aussi important d'aimer, de ne pas juste postuler, parce qu'on cherche un job, parce que cette fois, c'était aussi que, OK, je pense en long terme, et il faut être content avec le choix que je fais. Et puis, du coup, voilà, je réfléchissais, OK, quelles compétences où, et assez vite, j'ai compris la communication et marketing. Il me semble que je peux tenter ça. J'ai pas de diplôme ou un master en marketing de HEC ou ESSEC et les grandes écoles qui sont sur Paris, qui ont des masters spécialisés dans ce domaine, mais mais c'était pas immédiatement que je suis rentrée chez Yousmundi. J'ai fait un petit passage si tu connais le magazine Décideur, et d'ailleurs la marque à l'international est connue comme sous le nom Leaders League. Et j'ai fait un an chez eux, et j'étais la responsable éditoriale pour le marché aux États-Unis. Et ça, Et donc, justement, j'étais ouverte, et c'était une opportunité que j'ai vue que, OK, je vais monter une première expérience non droit, qui n'est pas dans un cabinet, qui ne concerne pas l'activité ou l'exercice de l'avocat. Et du coup, j'ai fait une petite passage chez eux pendant un an. et ça Et t'a plu? oui, parce que j'ai appris tout ce qui était création de contenu, de un peu faire développement commercial. Et comme j'avais un marché, c'était les États-Unis, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de conférences, j'ai voyagé beaucoup, et tout ça, c'était avant la pandémie, donc j'ai eu quand même de la chance de voyager. Je faisais en fait des déplacements à New York presque 2 fois, voire, oui, 2 fois par mois. Donc j'étais fréquemment dans les vols, et avec le décalage horaire, mais c'était une Pourquoi belle est-ce expérience. qu'ils ont recruté quelqu'un en France pour s'occuper du marché américain? Parce qu'ils ont pas une filiale sur place. Je ne sais pas si c'est changé depuis, mais en tous les cas, C'est intéressant. oui. Et il y avait des petites équipes par pays. Donc moi, dans l'entretien, en fait, c'était tout simplement que moi, j'étais avocate, donc je comprends ce milieu, ce monde des avocats. Et encore une fois, c'est ça a été apprécié comme un avantage sur mon CV. Et voilà, donc ça, c'était ma première expérience non juridique chez Décideur. Et puis, je le savais en fait qu'en long terme, c'est marketing et communication qu'il fallait faire. Du coup, je Pourquoi est-ce cherchais. que, qu'est-ce qui fait que tu as identifié marketing et communication? Parce que la communication, c'est lié aux langues.
encore une fois. Et moi, j'aime bien les langues, j'aime bien la lecture et j'ai été toujours fascinée par cette grande question que, OK, j'ai un nouveau produit et comment je fais la communication là-dessus? C'est une question qu'on ne se pose pas dans les cabinets d'avocats, mais Qu'on commence à se poser, voilà. heureusement, mais effectivement qui est récente. Oui, voilà. Et quand je faisais, même avant, l'école de droit en Inde, c'était mon justement, la publicité, advertising, tout ça, c'était mon deuxième choix. Donc j'ai été toujours fascinée dès le début avec, tout ce qui est, branding, les marques et OK. les publicités que tu vois dans, non seulement la télévision, mais aussi, dans les journaux et quelle est la stratégie, pourquoi ils ont choisi, un chien et pas un chat et il y a toujours une stratégie pour, c'est un choix, c'est pas au hasard qu'ils ont mis juste un chien dans une pub. Donc, ça, j'ai été fascinée, dès le début et marketing et communication, ça rentre, c'est une branche, c'est une, famille d'ailleurs et la publicité, c'est une, mini branche, du secteur, et du coup, voilà, donc je cherchais de nouveau Welcome to the Jungle. Je conseille, ce site internet, si quelqu'un cherche, des jobs, des offres, chez, différentes startups, en France. Et qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un an, tu as souhaité, partir de chez Décideurs, Leaders League? Parce qu'en long terme, comme je t'ai mentionné, c'était, soit legal tech et j'avais mon radar, qui était actif, OK, est-ce qu'on a une nouvelle legal tech, internationale? Parce que ça, ce côté-là, j'ai gardé, toujours sur mon CV, même décideur, avec les États-Unis, ça a resté, oui, très, très international, et legal tech juridique, legal tech international, ça, c'était Jusmundi, né en 2018. Mais à l'époque, moi j'avais quitté en 2018 aussi, mais à l'époque c'était une équipe très très petite, pas prêt à à embaucher des recruter. gens. Oui, voilà. Et du coup en 2020, Alors attends, du coup, oui, tu es chez Leaders League en oui. 2018? Oui, 2018 jusqu'à 2000, fin de la 2019, un Ouais. an. Voilà. Et pendant que tu es chez Leaders League, tu vois la naissance de cette, Legal Tech, tu en apprends la naissance, Oui. et ça t'intéresse? Qu'est-ce qui t'a enfin, ton radar est activé en mode, «Ting! Le Il y a une Legal radar est Tech activé. internationale». Oui, c'est d'ailleurs, je le savais et c'est toujours le cas que c'est la première legal tech à avoir lancé à l'international direct. Donc ils n'ont pas eu une, Youssmundi, c'était directement international. Donc je le voyais comme un avantage, c'est super, comme, une start-up à travailler et je cherchais justement qu'est-ce que je peux faire, pour eux, je suis prête à faire, tout ce que je peux faire, et comme c'est start-up, c'est flexible. Et j'étais ravie aussi parce que ça reste, aussi, c'est lié encore une fois dans le domaine ma spécialité de la deuxième année, l'arbitrage international. Avec le concours que j'ai fait, de JESOP, Moot Court, ça c'était droit public, droit international et Yusmundi fait les 2 domaines. Donc c'était un Alors attends, avantage. du coup, tu vois la naissance de cette start-up. Au début, ils recrutent pas, mais ton radar est activé. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu les contactes pour leur dire: «Bonjour, c'est trop bien ce que vous faites, voilà». Est-ce que tu je sais pas, est-ce qu'ils ont organisé des événements auxquels tu es allée? Tu vois? Genre, comment est-ce que tu t'es avant d'être recruté, est-ce qu'il y a eu des phases un petit peu d'échange, où ils t'ont dit: «Ben, on recrute pas en ce moment, mais peut-être plus tard». Enfin, tu vois, comment s'est passé le parce que j'ai l'impression que tu as identifié ton dream job avec cette startup et du coup, ça m'intéresse de savoir la trajectoire entre le moment où tu as appris leur existence et tu travaillais alors chez Décideur et le moment où tu les as rejoints, tu vois? Comment ça s'est passé la transition? Oui, alors, c'était d'ailleurs,
très, très officiellement, j'ai postulé sur Welcome to the Jungle, hein. Il y avait une offre chez Yusmundi, c'était business développement slash marketing. Donc, tout ce que je cherchais. Donc, c'était, j'ai postulé, je connaissais personne dans l'équipe. Du coup, je suis passée par Welcome to the Jungle. J'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation et je fais mon entretien et assez rapidement, comme le monde des avocats est assez petit, le président de Yusmundi, Jean-Rémy Demestre, il avait travaillé avec mon associé responsable chez Gide. Donc, moi, je connaissais le dossier, hein, donc c'était très marrant quand il m'a mentionné que ah mais je connais ton associé responsable et tout, donc ça m'a aidé énormément parce qu'il y a eu cette histoire qu'il connaissait quelqu'un avec qui j'avais travaillé presque 5 ans, si tu comptes aussi mon stage. Mais c'était classique comme candidature et et j'ai été embauchée comme international business developer et marketing et Et j'ai donc ça, c'était il y a un an, c'est ça? oui, en janvier 2020, donc 3 Ok, mois avant la juste avant pandémie le... commence. Ouais. Et j'ai été recrutée parce que Yusmundi a fait sa levée de fonds, la première levée de fonds d'1 million en 2020. Donc, avec moi, il y avait une promotion de plusieurs personnes. On est tous rentrés en même temps pour compléter en fait les équipes qu'il manquait. Il manquait justement le développement commercial et marketing pour gérer un peu la communication. Donc au début, j'ai fait les deux. Et comme je venais du domaine, j'avais pas mal de contacts en arbitrage. Mes amis d'ailleurs qui travaillent dans les grands cabinets d'avocats. Donc mon job était un peu mixte au début. C'était de faire des introductions, d'utiliser mon réseau et c'est grâce aux conférences que j'ai fait avec Décideurs, Leaders League, j'ai monté mon réseau pendant les conférences et j'ai gardé contact. C'est surtout important de ne pas juste échanger les cartes business et d'oublier après. C'est très important de rester en contact, de prendre un café si vous êtes sur place ou virtuel maintenant sur Zoom. Et ça m'a vachement aidé. Du coup, Alors l'importance attends, de du coup, networking. tu arrives dans cette start-up, tu es intéressé par la communication et le marketing, mais tu n'as jamais travaillé en communication et en marketing. Non. Tu n'as pas fait de master non plus, donc tu apprends vraiment sur le tas. Et donc là, tu te dis, OK, comment est-ce que je vais me débrouiller et c'est là, enfin voilà, où tu commences par le réseau et des événements type conférences, etc., pour justement faire parler de Yusmondi et réunir ce petit monde autour j'imagine, de ce que pouvait proposer aussi Yusmundi ou de thèmes qui sont related, qui sont connexes. Est-ce que tu as eu carte blanche par Yusmundi? Enfin, tu vois, ça s'est passé un peu comment cette prise de poste et toi, les idées? Parce que je comprends que tu as fait jouer ton réseau et effectivement, ça fait sens par rapport à ce que tu fais. Mais et déjà, est-ce que tu peux aussi nous présenter un petit peu plus ce que fait Yusmundi? Alors oui, avec plaisir. Youssoundi, c'est un moteur de recherche en droit international et l'arbitrage international et c'est un moteur de recherche multilingue. Après, on a d'autres outils aussi qui aident les avocats qui sont spécialisés en droit international et l'arbitrage. On a des projets de taper en fait les autres domaines comme droit à l'environnement international, droit propriété intellectuelle aussi, ça peut être ce côté international. Du coup, tu vois, c'était vraiment un match que Yusmundi a une vision de se grandir à l'international et même
les produits et les outils qu'on a, ça reste international. Donc, c'était, là, aujourd'hui, Yousmundi, est utilisé par, les grands cabinets d'avocats, qui sont, dans les classements de GAR, les top 30, GAR, Top Arbitration Law Firms, les classements comme ça. Et puis, c'est, je vais dire, la plupart, de nos clients sont basés aux États-Unis et en Angleterre. Donc c'est après on a d'autres clients en Inde, en Chine. Donc c'est très international comme Donc la portfolio. spécificité, c'est vraiment le fait que décidément. La spécificité, c'est vraiment le fait que les textes, enfin les données sont des données de textes internationaux. Donc j'imagine des traités internationaux, des conventions internationales, des réglementations internationales, etc. Oui, exactement. Et comme tu n'as pas en fait, et c'est vrai que quand j'ai fait mon concours de GESAP, ça touchait justement droit international et les documents ou la recherche juridique. Il y avait très peu. Tu n'avais pas en fait un vrai moteur de recherche. Tu tapes un keyword, en plus c'est multilingue, donc tu peux taper soit en français ou en anglais. Et dans les résultats, tu as toutes les langues possibles. Et moi, je parle pas l'arabe ou chinois, mais au moins, si je suis consciente de OK, il y a une décision d'un tribunal au Liban et ils ont dit quelque chose sur ce concept juridique, on peut assez rapidement aller voir via Google Translate qu'est-ce qu'ils ont dit en fait pour comprendre. Ok. Et cet outil en fait reste exclusive même aujourd'hui. Donc ça, c'est un avantage pour les utilisateurs de Yousmundi que c'est nous, on s'occupe de trouver le data et les données et les décisions partout dans le monde dans ces deux domaines-là. Et puis, d'ailleurs, on a aussi droit international, droit commercial international, un autre domaine aussi de, de, de droit international et ça nous aide beaucoup d'avoir cet aspect. En plus, j'imagine que il y a du coup en arbitrage, il y a beaucoup de décisions qui ne sont donc par définition pas des décisions de justice, mais des décisions d'arbitrage, et qu'en termes d'accès à ces décisions justement, alors j'imagine que ça passe, enfin, on va pas faire le business plan de Yousmundi ici, mais j'imagine que ça passe par des partenariats avec les différentes chambres d'arbitrage pour pouvoir avoir accès aux Exactement. décisions, biffer, et cetera et cetera. Mais c'est, enfin, oui, c'est vrai que c'est un système à part de ce qu'on peut potentiellement trouver sur LexisNexis ou sur Dalloz, quoi. Oui, oui, et tout ce qui est les données sur Mundi sont, si c'est une décision publique, c'est publié avec l'autorisation de l'institution. Soit donc c'est avec les autorisations. La deuxième option pour la publication, c'est un réseau collaboratif. Donc nous, on a un partenariat avec exclusive partenariat avec International Bar Association. IBA, c'est le barreau international des avocats. Et c'est un réseau collaboratif au sens que c'est les avocats qui nous envoient les décisions. C'est pas des décisions, évidemment, c'est pas des décisions confidentielles, mais c'est une décision qu'ils ont sur leur, je sais pas, la clé USB, mais maintenant il y a une valeur ajoutée parce que c'est partagé avec tout le monde sur un moteur de recherche. Et maintenant, ça soit accessible par un avocat, par exemple, en France qui cherche une décision au Brésil. Comment tu fais en fait autrement si tu n'as pas en fait cet réseau Ah ben c'est pas collaboratif? possible, ouais, c'est C'est ça pas qui est possible. super. Mmh. Voilà, donc ça c'est la deuxième façon de publication des données sur Usmundi. Et la troisième, c'est la technologie, tout ce qui est l'intelligence artificielle avec les algorithmes et tout ça. Ça va aller chercher des données dans le coin, sur Internet. Tout est public.
les données sont publiques, donc on ne publie pas les, les données confidentielles et ça reste assez dynamique avec les partenariats. On a eu récemment en avril un autre partenariat avec la Chambre de commerce internationale, la CCI, et aussi ils vont nous donner le data, leurs décisions et on va les publier ensuite sur Youthmundi. Et une chose unique de Youthmundi, c'est accès ouvert au public. Donc, tu n'as pas besoin pour lire la décision parce qu'on croit que le droit, en fait, c'est public good. Tu peux pas, il faut que ça soit accessible à tout le monde. Donc, un document, une décision, la lecture, tu peux aller consulter gratuitement. Mais après, si tu veux utiliser les filtres et les outils premium, il faut Oui, les l'abonnement. outils de sélection, Voilà, effectivement, là, c'est plus. Ok, voilà. super intéressant. Et donc, du coup, comment tu t'y es prise enfin, voilà, sur quel sujet est-ce que tu as fait des conférences? Tu vois, comment est-ce que tu as pensé cette communication et ce marketing pour ce produit Youthmundi? Comment est-ce que tu as fait ton travail, en fait? Bon, au début, j'étais un peu le couteau, suisse, je faisais un peu de tout, la communication, le développement commercial, et c'était à moi de faire grandir, en fait, le marketing et la communication parce que, j'étais la première à, pour faire ça déjà, donc de mettre en place, la structure, la stratégie. J'ai fait quelques formations, des petites formations en marketing pour avoir de la base un peu pour de monter en compétence. Que, ok, j'aime bien faire ça, mais après il faut Mais c'est un vrai travail, améliorer. ouais. Voilà, c'est le vrai travail maintenant. Moi, je peux pas amuser avec une communication en email qui sera envoyée à, je sais pas, 6000 personnes. Donc, il faut être très, très sûr de tout ce que tu racontes dans cet email. Ça prend, d'ailleurs, c'est pas du tout facile. Les gens pensent que, OK, tu peux faire, c'est juste un email. Ça prend 2 heures maximum. Mais non, c'est quand on travaille en marketing, ça m'a fait penser de ma vie d'avocat que tu lis 10 fois ton email avant de l'envoyer à ton client. Tu rassures que tu as mis le pièce jointe dans ton document, dans l'email et que tu n'as pas oublié. Et tu dis en pièce jointe et tu n'as pas mis le document. Donc, tu ne peux pas faire ça quand tu fais une communication sur les réseaux sociaux. Internet never forget, tu vois, les screenshots et tout ça, tu peux pas, il y a pas. Ça me rappelle d'ailleurs comme le job d'un avocat, en fait. Tu peux pas avoir des coquilles, tu peux pas faire les fautes d'orthographe et tout ça dans la communication. Donc ça, j'ai tellement apprécié mon parcours d'avocat avant ça m'a aidé énormément. Et avec une combinaison des formations que je garde toujours, c'est un groupe Facebook, c'est un Chief Marketing Officer d'une start-up très connue que je suis et c'est lui en fait qui m'a rassurée tellement. C'était la première chose qu'il a dit que en marketing tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme. Et j'étais très rassurée que j'ai dit, allez, je peux faire ça. C'est personne peut me dire que mais tu n'as pas un diplôme, comment tu peux faire. Bon, ça c'était très positif. Et à la fin de l'année dernière, en fait, la question était ok, on va aller faire la deuxième levée de fonds bientôt et du coup, en marketing, on peut avoir une vraie équipe. Et est-ce que ça t'intéresse, Néa, de prendre la tête de marketing chez Youthmundi? Et j'ai dit oui. Donc, je ne fais pas aujourd'hui du développement commercial qui faisait partie de mes missions, mais là, je suis head of marketing. Du coup, je gère. J'ai embauché, j'ai recruté une personne récemment. J'ai 2 offres qui vont sortir bientôt dans marketing. Donc, Ah bah l'équipe. écoute, peut-être que les gens qui t'écoutent aujourd'hui, peut-être que parmi eux, il y en a qui seront intéressés par
par ces postes. Mais qu'est-ce que tu distingues de la partie comment est-ce que tu distingues toi la partie développement commercial de la partie marketing? C'est quand même une vraie question parce que in fine, les 2 visent quand même à faire du chiffre d'affaires, disons-le. Ouais. Dans les 2 cas, c'est pas vraiment de la production et finalement, j'ai presque l'impression que la différence de l'un par rapport à l'autre, c'est l'aspect passer des coups de téléphone, tu vois. Mais encore parce que, ben, tu vois, il y a plein d'emails qui sont du développement commercial, mais qui peuvent aussi devenir du marketing en fonction de la partie contenu ou pas. Enfin, tu vois, je suis assez curieuse d'avoir ta perspective sur comment est-ce que toi, tu distingues ton job quand tu faisais du développement commercial et maintenant ce que tu fais en marketing. Donc, développement commercial, ça fait une partie de l'équipe sales de faire la vente. C'est tout début de sales cycle. Ça commence par un prospect qui vient. Donc, c'est justement c'est le développeur commercial qui va ramener ce prospect. Et donc, ça, c'était à moi d'aller aux conférences et de chasser les gens et OK. d'échanger les cartes de visite et ensuite de les faire de monter en fait une réunion avec l'équipe sales et le prospect. Donc ça, c'est développement commercial. Et ça, tu as des objectifs comme tout le monde, des objectifs comme, OK, par exemple, tu nous ramènes, c'est un exemple, hein, 25 prospects dans 6 mois. Ça, c'est ton objectif. Et du coup, c'est à toi de voir un peu comment tu fais ta stratégie. Bien sûr, ça va être défini quand tu travailles dans une start-up. Bon, surtout parlons de Yousmundi, tu as les grands cabinets d'avocats, tu as les boutiques law firm. Après, tu as des indépendants barrister, surtout en Angleterre, c'est une profession des indépendants. Même en France, hein, tu peux avoir une personne qui travaille toute seule. Ça peut arriver aussi. Et du coup, tu as 3 catégories des personnes. Moi, mon objectif, c'était de chasser les prospects des grands cabinets d'avocats, notamment à l'international. Et comme j'avais mon réseau aux États-Unis et mes amis De par qui Leaders League, ouais. voilà, exactement. Ça m'a aidé, j'avais déjà des contacts, établis. Donc ma stratégie était, assez facile de juste envoyer un email en disant que: «Coucou, je suis chez Yousmundi, maintenant je fais ça et est-ce que j'aimerais bien te montrer, l'outil, de faire, une démo, de Yousmundi et de montrer comment ça peut t'aider». Donc ça, c'était, les relations que j'ai gardées. Donc c'était très différent pour moi parce que finalement c'était mes amis ou des personnes, des gens que je connais bien. Mais si c'est une autre personne, ça peut être challenging parce que si tu connais pas, c'est à toi d'aller faire les webinaires en pandémie ou hors pandémie, tu fais des conférences physiques, de ne pas avoir peur de parler à une personne connue d'ailleurs, ça peut arriver Oui, aussi. donc toi, tout ce qui est webinar et choses comme ça, tu les places plutôt dans la partie développement commercial. Ou si tu travailles ou webinar, c'est pas facile, hein, de networker, comment tu fais, je Ben sais pas comment tu peux faire. faut que ce soit sur inscription, quoi, pour pouvoir Oui, après voilà avoir les et coordonnées de la personne. sauf si tu poses une question assez intelligente, si tu oses, de poser une question, assez vite tu peux, la personne va forcément te rappeler de penser de toi si derrière tu envoies un Oui. petit message que j'ai assisté à votre webinaire et j'ai posé la question ou je ne sais pas ou juste simplement un message très simple que j'ai vraiment apprécié tout ce que vous avez discuté. J'aimerais bien rester en contact. Donc, webinaire, c'est un peu ça, mais conférence physique, ça, c'est différent. Ça peut être très utile pour marketing aussi et développement commercial ou si tu travailles dans la vente, tu as tes prospects sur place. Donc, ça, c'est assez dynamique. Tout dépend de quels sont tes objectifs quand tu fais une conférence. Oui. Donc, autant que head of marketing,
je ne vais pas arrêter de faire des conférences. Je vais aller faire je vais continuer j'ai très hâte de reprendre, de faire les conférences physiques. Mais tout dépend, quelle est ta stratégie quand tu fais une conférence. Et la conférence n'est pas, toutes les conférences ne sont pas gratuites. Donc, c'est dommage si tu n'as pas une stratégie, même si tu travailles pas en marketing ou tu ne fais pas Oui, oui, de développement manière commercial. globale, quand tu réseautes, c'est bien d'avoir une stratégie, quoi. Voilà. Ça fait Il faut effectivement ton parler elevator des pitch, il ouais, faut tout ça oui et et puis il faut savoir pourquoi tu vas là où tu vas et à qui est-ce que tu voilà. aimerais parler et tout. Mais, j'allais te demander, tu dis que du coup, au début, dans ce développement commercial, bah, tu as sollicité finalement tes amis, enfin ton réseau dans ces cabinets, notamment aux États-Unis? Et tu leur as dit, voilà, maintenant je suis chez Yousmondi, j'aimerais bien te présenter l'outil, voilà, est-ce qu'on pourrait faire une démo? Est-ce que ça a été, parce que c'est pas facile quand même, hein, même quand c'est des gens que tu connais et que tu te dis, voilà, tu vois, tu es un peu en train d'utiliser Oui, ce lien qui s'est fait autrement pour cette fois une casquette où en plus bah, tu fais du développement commercial dans une startup, donc tu viens, enfin, on a confiance en toi et à la fois tu viens avec des gros sabots, tu vois ce que je veux dire? oui. Est-ce que ça a été bien reçu? Est-ce que tu as eu beaucoup de oui? Est-ce que tu as eu beaucoup de non? Comment ça s'est passé ces premiers contacts? Bon, l'objectif que j'ai eu, je l'ai fait, j'ai eu la réussite donc c'était, plutôt positif comme, les réponses, de mes amis ou mes contacts. Oui. Mais tout dépend en fait, comment tu gardes, les relations, est-ce qu'ils te font confiance ou pas et tout ça en fait, c'est le travail à faire, constamment et tu ne peux pas juste envoyer un jour un email, et que tu n'as pas discuté avec la personne pendant des mois et des années et tu ne peux pas avoir même gardé l'espoir que la personne va te répondre, c'est ridicule à mon avis. Donc Et moi, alors du coup, toi, c'est quoi tes secrets de networking? donc de oser justement de discuter avec tout le monde, si c'est une conférence physique, de rester en contact au sens que, bien sûr, tu envoies un petit email ou un message, sur LinkedIn, ravi de faire ta connaissance, et cetera. Mais quand les personnes, je te parle maintenant plus, en digital, comment tu peux faire, networking ou comment garder les relations, parce que c'est ce que j'ai fait, pendant, toute l'année en pandémie, Ouais. on était obligés de passer, par, les réseaux sociaux et c'était justement quand les gens postent, quand tu vois un post LinkedIn, soit c'est un nouveau job, ou c'est un article rédigé par, la personne, tu peux donner ton avis, tu peux envoyer un petit message, tu peux prendre 5 minutes de dire, que j'ai tellement apprécié, j'ai appris beaucoup de choses, par ton article et merci, bravo, bon courage ou si c'est un changement au cabinet d'avocat ou un nouveau poste, tu peux même, féliciter et pas justement par un like, mais un message privé, envoyé, un peu ce touch, personal touch, c'est toujours apprécié, comme on est tous, humains, hein, on aime bien quand, quelqu'un te félicite et de proposer des verres, si tu fais une soirée, même si une petite soirée, tu peux essayer d'inviter la personne si, la personne habite, dans ta ville, où tu habites. Et c'était vraiment comme ça, que moi, personnellement, je continue à garder, les contacts et d'ailleurs, comme avec les webinaires et tout ça, le networking, c'était, pause, tu peux pas faire, beaucoup de choses, quand c'est un webinaire et du coup, je me suis dit: «Mais comment je fais grandir, mon network, mon réseau en pandémie, quand tout est virtuel?» Donc moi, franchement, c'était, l'esprit d'un quelqu'un qui fait la vente. Tu fais le cold messaging, tu envoies le premier message en espérant que la personne va peut-être répondre et c'était vraiment comme ça que j'ai grandi mon réseau et Et ça donc marche. pour proposer, un café virtuel, à des Oui. personnes que tu connais pas, mais avec qui tu veux réseauter?
exactement Et alors mais ça et tu tu peux dis ça donner un peu de marche? contexte. Oui, oui, ça marche, mais bien sûr, il faut un contexte. Tu ne peux pas juste, dire, «Hello, j'aimerais bien prendre, un café virtuel avec toi». On se connaît pas, tu viens d'où, tu sors d'où, des questions comme ça. Donc moi, je prenais, un contexte, des articles ou, une nouvelle sur, la personne et je prenais ça comme un contexte où, je sais pas, c'est mon événement à moi, un webinaire que je suis en train d'organiser. Est-ce que la personne peut venir comme speaker? Tu peux trouver un contexte et je te rassure que les personnes vont dire oui. Parce qu'on a peur que je vais approcher une personne et l'autre personne va me refuser parce que moi, je suis juste une petite avocate ou je sais pas, une jeune collaboratrice ou Oui. juste quelqu'un qui travaille en marketing. Mais les gens sont sympas quand tu essayes et j'ai beaucoup d'amis que je n'ai pas eu l'occasion de les voir en personne et ils sont partout dans le monde, donc il faut que je prenne des vacances dans les pays C'est trop bien! pour les voir. Donc voilà, voilà. C'est super. Non, mais c'est des super tips. Moi, c'est complètement en ligne avec, avec ce que je transmets et la manière dont je travaille dans ma formation développer sa clientèle. C'est-à-dire que on travaille bien évidemment sur le réseautage et j'arrête pas à dire à mes clients, mais c'est comme, dans la vraie vie, mais version, virtuelle. Donc, bah, profiter de voir les voilà, ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. C'est des occasions d'ouvrir une conversation. Oui, Mais exactement comme dans la vraie vie, si on entend quelqu'un à un dîner dire, enfin parler de quelque chose, bah, c'est une occasion après de dire: «Ah, ce que tu disais au dîner», tu vois? C'est tout bête, quoi exactement. et c'est une Mmh mh. manière un peu, donc voilà, je te rejoins sur le fait qu'il faut désacraliser le networking et le ramener à une certaine simplicité des échanges et de la communication et que, beh, voilà, tu en es un exemple vivant et moi pareil, hein, par le biais de Fleur d'avocat, il y a des personnes, qui m'ont juste contactée sur les réseaux ou que j'ai contacté moi et qui sont devenues des personnes, enfin voilà, avec qui j'échange aujourd'hui régulièrement et c'est trop cool et c'est pas juste une histoire de chiffre d'affaires, quoi, tu vois? Oui, C'est juste, un plaisir de travailler ensemble. Et d'ailleurs, oui, parce que du coup, on se suit sur LinkedIn, et donc je vois passer ton activité et je vois que, donc tu es pas mal sur Clubhouse? oui, Ouais, et oui, tu me disais juste oui. avant qu'on commence que tu organisais régulièrement des événements sur Clubhouse et tout, donc c'est un réseau que tu as investi, assez rapidement à sa sortie? Oui, c'est ça. Ma stratégie, parce qu'on a tous, on a tous la fatigue, des Zoom webinaires, des appels sur Zoom. Tout est sur Zoom et les plateformes, en vidéo, qu'on connaît bien maintenant. On est s'hab on est s'habitué maintenant, mais Clubhouse, quand j'ai vu, c'était un plateforme, c'est un nouveau, social media et on était fascinés. Qu'est-ce que c'est Clubhouse? Comment je peux utiliser ça pour, les avocats? Et la seule façon de tester ça, c'était de lancer quelque chose et puis tu t'arrêtes si ça fonctionne pas. Mais si tu essayes pas, tu ne peux pas dire que Clubhouse c'est pas pour les avocats, ça marche pas. C'est que pour les startups et les gens qui travaillent en marketing, ce qui était le cas avant. Hein. Quand au début, Clubhouse, oui, tu avais que des techs Ouais, il y et avait des que des gens du startups. growth hacking, qui étaient Oui, sur Clubhouse, quoi. exactement, exactement. Mais moi, j'ai pensé: «OK, je vais tester ça» et d'ailleurs, j'ai commencé le test, je me suis dit: «OK, on va faire ça avec quelqu'un, on peut tenter ça à 2, ça peut être un événement, toutes les semaines avec quelqu'un» et c'est justement, c'est une copine, ma e-copine, que j'ai rencontrée, Ma l'année e-copine, dernière. j'adore! Voilà, un nouveau terme, ma e-copine, on s'est elle est allemande, on s'est jamais rencontrés en personne, mais c'était elle d'ailleurs qui m'a envoyé le premier message. C'était vraiment comme, first date, c'est toi qui envoies le premier message
Et on est resté en contact et c'est avec elle, je fais en fait ces événements sur Clubhouse et ça marche bien. On a le 17e épisode ce jeudi, demain, et, ça fonctionne. On a monté aussi un club, International Arbitration Club, dont on a plus de 1500 Bravo. membres. Donc, on s'est dit, OK, on va faire grandir cette club de International Arbitration et on envoie des invitations à tout le monde. Maintenant, c'est pour les Android aussi, c'est disponible, ce que j'ai entendu. Et Oui. euh, du coup, c'est assez rapidement, c'est devenu une comment je fais networker. Moi, je vais créer mon événement chaque semaine et ça me force d'aller chasser un peu. Toi, tu vas comprendre parce que toi aussi, tu cherches des invités et tu connais bien le processus et c'est Ouais, alors exactement moi la j'ai même de la chose. chance parce que du coup j'ai délégué ce travail, c'est l'audience qui le fait pour moi, c'est-à-dire Ah oui, que moi c'est je pas mal reçois des ça. messages à peu près tous les jours de personnes qui me disent ah mais ton podcast c'est trop bien, est-ce que tu pourrais aussi interviewer Trucmuche que En j'adore, marketing, on va avec dire qui j'ai ça, c'est travaillé, tu vois. inbound Exactement. request. Et C'est donc pas moi, mal ça. voilà, maintenant j'ai un tableau avec 180 recommandations dans lesquelles je vais piocher au fur et à mesure et voilà. Mais oui, je vois ce que c'est. En tout cas, je comprends ce que c'est que la contrainte qu'on se crée soi-même, de se dire, OK, j'ai un rendez-vous que je crée et toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, Oui. il y a un événement et donc il faut organiser ça parce que quand bien même les auditeurs font une partie du travail pour moi, il y en a une partie qu'il faut que je fasse moi quand même. Et puis voilà, organiser tout ça et puis maintenir le lien. Enfin, je veux dire, créer. Oui, Enfin, c'est beaucoup de travail, quoi. oui. Et j'ai vu que. Alors, quel est le genre de sujet que tu abordes dans ces événements Clubhouse? Donc, c'est pour les avocats qui travaillent en arbitrage. Donc, le club s'appelle International Arbitration. C'est très, très international. Et l'événement que j'anime avec ma e-copine, salut Svenja, si elle parle un peu de français, donc je vais lui dire. Ça s'appelle Arbitration Happy Hour. Tous les jeudis, parce que jeudi, quand j'étais avocate, je faisais pas mal des after work en été, surtout sur une terrasse. Donc, du coup, ça fait une partie de la culture des avocats. Et du coup, c'est un arbitration happy hour, c'est virtuel. Et c'est une occasion pour moi et l'audience aussi, de rencontrer un quelqu'un que tu ne peux pas en fait. Autrement, on cherche les invités de tous les pays, de tous les domaines, mais ça reste en arbitrage. Mais on essaye un peu de voir comment ça peut être intéressant. Euh, du coup, le format, c'est pas le typique le Zoom webinaire que tu vois. C'est très formel. Les webinaires, les arbitration happy hour, nous, c'est un peu, c'est friendly, c'est un peu informel. Tout le monde peut poser, tout le monde peut, ils peuvent tous participer dans la discussion. On a juste un format 30 minutes, c'est l'invité qui partage leur avis. Et puis, le Q&A, ça reste dynamique. Tu as des personnes qui partagent leur avis, pas forcément une question. Hein, donc, on découvre pas mal des domaines. Cette semaine, on a art arbitration, donc l'arbitrage dans le monde de l'art. Moi, je connais pas ce domaine du tout. Du coup, on fait découvrir Il l'audience faudrait que et tu nous-mêmes. interviewes. Et Oui. tu pourrais inviter, alors je sais pas s'il est Clubhouse compatible, mais j'ai interviewé Jean-Jacques Neuer, Oui. qui est avocat en droit de l'art et qui est arbitre aussi, donc il aurait peut-être Ah des choses à oui. partager sur. Ah oui, oui, je peux, Et bien sûr. il est franco-allemand américain, je crois. Ah oui. Donc du coup, enfin voilà, enfin bon, de toute façon, je précise ça comme si il n'y avait pas de raison qu'il parle anglais, mais enfin bref, donc voilà, c'est ma petite Super. contribution, ma petite idée d'inviter pour Oui, ton média. merci. Et j'ai vu que
J'ai vu que peut-être celle de demain ou la dernière, c'était sur le personal branding, sur la marque personnelle. Oui, ça c'est ce jeudi, on a personal, branding. C'est un sujet, que j'adore, et moi je suis full-time en marketing, donc c'est un sujet que je travaille, c'est mon job. Mais, pour, les avocats et ça match un peu avec ton activité à toi Ouais. la visibilité, aller chercher les clients, et ça m'intéresse, énormément ce sujet et surtout, avoir vu la vie d'un avocat dans un grand cabinet et comment ça peut, passer, et comment tu n'as pas le temps, en fait, quand tu fais, un grand cabinet, une collaboration dans un grand cabinet, c'est, jour et nuit, tu travailles pas mal et du coup, le message que j'aimerais bien, partager, c'est, de prendre justement 5 minutes pour, penser et construire, ta visibilité en avance et pas le moment quand tu ne peux pas être associé déjà. Si tu n'as pas ta Mmh. propre marque personnelle, si tu n'es pas assez connu dans le monde, tu ne peux pas tout le temps dire que mais je suis compétente. Moi, je suis plus forte que, une autre personne. Tu ne Ouais. peux pas dire ça tout le temps. Donc c'est tout ça, c'est, surtout si quelqu'un cherche, faire, associé ou d'être, une personnalité connue dans le domaine, tu ne peux pas juste, rester chez toi et de rien faire, sur, les réseaux sociaux. Du coup, voilà Oui le et puis message. en plus la marque personnelle, enfin c'est ça dépasse les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, Oui. c'est ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas dans la pièce, n'est-ce pas? Oui, Et en fait, ça se travaille avec plein d'autres aspects et c'est effectivement moi aussi un sujet sur lequel je travaille avec mes clients, la marque personnelle et c'est intéressant parce que c'est assimilé à quelque chose de enfin, par beaucoup d'avocats, c'est assimilé à quelque chose de très superficiel alors que la oui. question, c'est surtout de rendre visible, quelque chose qui potentiellement existe déjà en fait, Oui, des des valeurs, des opinions qui existent déjà, des compétences qui sont présentes, un positionnement, une manière de faire, et juste de le rendre visible, et de le communiquer aux gens pour qu'ils ils y pensent, enfin pour qu'ils l'associent à sa personne quoi. Donc voilà, mais c'est un vaste programme, mais c'est vrai que c'est intéressant de enfin, je trouve ça chouette que ça se développe quand même, toute cette réflexion dans le milieu du droit pour expliquer aux juristes que, beh, que voilà, il faut aussi qu'ils travaillent leur communication, qu'il faut qu'ils travaillent leur visibilité. Moi, là, je suis dans le cadre de ma newsletter, j'écris plusieurs, je vais faire plusieurs opus sur justement le développement en interne ouais, et le développement en interne, comme tu disais, hein, pour devenir associé, bah, c'est aussi ça. En fait, c'est aussi, exactement. devenir visible et devenir visible sur certains sujets et sur certaines expertises. Donc non, c'est super intéressant et je suis sûre que ces discussions sont très riches et menées avec, et ben, avec plaisir, dans le cadre de Clubhouse. Moi, je me suis dit: «Non, je suis sur LinkedIn, je suis sur Tu sais Instagram, assez déjà. je Tu suis» as voilà. assez de réseaux sociaux. Exactement, j'ai un podcast, ma vie ne peut pas être que, d'être sur, Oui, les les réseaux réseaux sociaux. sociaux et donc Non, j'ai mais toi, résisté tu es à assez Clubhouse. visible. Non, mais tu as bien fait. Bah, moi, j'ai pas TikTok, par exemple. Je Ah connais ouais, des non, moi non plus. juristes qui ont TikTok et je me suis dit: «Non, mais c'est la fin de ma vie, je peux pas je peux pas être sur tous les réseaux sociaux parce que tu as un plateforme qui sort tous les jours Ouais. et il faut sélectionner. C'est très important de ne pas avoir un focus sur, tout, avoir tous les comptes possibles. Donc moi, c'est que Clubhouse et LinkedIn. Moi, Ouais. j'ai un profil Facebook, mais je j'utilise pas pour, la marque personnelle ou, des choses professionnelles du tout. Je l'ai gardé parce que, je suis admin, je gère, la page de Youssoundi et il faut un profil, pour gérer ça. Ouais. Mais, c'est vrai qu'il faut choisir, un plateforme et de mettre, l'énergie, sur un seul plateforme et voilà, avec, le temps qu'on peut avoir, pour nous, c'est notre, job. Donc mais les avocats, par exemple, eux, c'est pas full time qu'ils peuvent, Ouais. penser tout le temps à donc Ouais, ouais, non, non, mais c'est bien de le LinkedIn, rappeler, c'est hein. cool. Ouais, LinkedIn, ouais, mais c'est LinkedIn, LinkedIn, c'est un peu la c'est base. vraiment Mmh. ouais, ouais, tout à fait. Par rapport au Instagram et Facebook, oui, oui, je conseille LinkedIn.
Et comment est-ce que tu projettes ton activité? Alors, j'ai bien compris que là, tu avais rejoint à 100%, tu dédiais ton activité au marketing chez Youthmundi. Comment est-ce que tu te projettes dans les années à venir? Tu disais justement tout à l'heure que une des choses qui font que tu avais décidé de quitter la profession d'avocat, c'est que tu te projetais pas dans ce parcours de partnership et de devenir associé. Est-ce que, voilà, aujourd'hui, c'est quoi ta projection? De quoi est-ce que tu as envie pour ta vie professionnelle? Qu'est-ce qui te fait envie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Hem, c'est au niveau de Youth et ça match d'ailleurs, mon plan, mes projets, professionnels, personnels aussi, de construire, une marque qu'on aime bien, un peu comme, la story de Coca-Cola ou, je sais pas, c'est des Nike, Adidas, c'est des marques qu'on aime bien Mmh. et C'est un moi avocat. j'aimerais voilà, pour Pardon. les avocats, c'est mais de changer un peu le marketing parce que, mon approche, en marketing, c'est pas du tout, l'approche, traditionnelle. J'aime bien essayer, des nouvelles choses, dans le monde du droit Oui. et du coup, de construire une marque parce que ça n'existe pas. On ne peut pas dire, un cabinet d'avocats, c'est pas une marque. Pour moi, c'est tu ne peux pas dire: «Ah oui, on aime bien ce cabinet». OK, tu peux aimer le cabinet, mais c'est pas une marque, comme, Nike ou, Adidas et moi, mon but, c'est, de développer une stratégie pour, et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose, pour ma carrière aussi, si je réussis, de faire ça pour Gismondi. Du coup, je vois en fait un peu, de prendre la parole, le marketing pour les avocats et de Legal Tech et de créer une benchmark, si tu veux, quand tu travailles en marketing, en Legal Tech. Quelles sont les bonnes pratiques? Et moi, j'aimerais bien être dans la liste mentionner quelque part ou de voir Youthmundi, c'est la meilleure marque en Legal Tech, tu vois. Donc, moi, j'aimerais bien travailler pour réaliser tout ça. Ouais, ben c'est super. C'est intéressant ce que tu dis, que tu trouves que les gros cabinets d'avocats, c'est pas des marques, en tout cas pas des marques comme Nike ou comme Coca-Cola, pas des marques pour lesquelles potentiellement. Je pense que ce que tu veux dire, mais corrige-moi si je me trompe, c'est que c'est au niveau de l'affectif en fait, qu'il n'y a pas l'aspect un peu affectif Voilà, avec des attaché émotions avec et des émotions, ouais. mmh, Ben quand même, tu vois, quand on dit, enfin, c'est peut-être pas l'émotion, pétillante de Coca-Cola ou, énergisante de Nike, mais quand même, quand on parle de certains gros noms de cabinets d'avocats il y a quand même une marque, de notion d'excellence, d'une certaine éthique de travail, c'est quand même attaché à certains alors c'est pas des trucs qui sont forcément fun, mais tu vois, c'est assez raccord avec le positionnement que ces cabinets essayent d'avoir, que ce bien soit sûr, pour leur marque employeur, de dire: «Voilà, si vous venez chez nous, et ben, nous, on vous garantit une formation, d'excellence qui vous ouvre des portes, professionnelles derrière», pour les clients, c'est bien évidemment une marque aussi d'excellence opérationnelle, donc je suis pas d'accord avec toi pour dire que c'est pas qu'il y a pas vraiment ce de marque parce que, quand même, mais finalement, tu fais tout ce que le marketing dans un cabinet, le même département dans un ouais, cabinet d'avocats, ils font pas du tout la même chose. Ils font, pour eux, c'est de rendre la visibilité du cabinet. Tout est lié à réputation. Comment je peux oui, créer la meilleure réputation pour mon cabinet? Parce que oui, ça facilite derrière, les associés qui vont tenter, qui vont chercher, les clients et cetera. Donc on n'est pas du tout dans la on partage pas les mêmes objectifs. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire, des choses fun, parce que moi je trouve que le marketing chez dans un cabinet et d'ailleurs c'est pourquoi je n'ai pas postulé dans un cabinet d'avocats parce que je travaillais d'ailleurs avec, l'équipe marketing quand j'étais avocate et c'est très formel.
Et, et chez Yousmundi, moi, après, je ne dis pas que il y a peut-être un cabinet qui a réussi de faire un peu fun leur marque, à part des classements et nous, on a gagné telle affaire. Ça, c'est pas, c'est Non, tout le non, monde non, le je fait, vois ce tu que tu vois. veux dire. Oui, oui. Non, non, mais je vois Et ce que tu veux dire. moi, par exemple, chez Yousmundi, là, je vais lancer 2 pubs. C'est mon rêve, de réaliser une pub et je l'ai finalement enfin fait, avec une agence créative, donc c'est pas moi qui l'a fait complètement le tournage et tout ça. Mais pour, 2 produits, de Yousmundi, moi, j'ai créé une publicité. Ça n'existe pas en legal tech. Ouais. Je j'ai pas vu des pubs et d'ailleurs, la pub, ça peut passer sur, la télé aussi. Je ne vais pas la diffuser parce que, d'abord, c'est très cher, de faire ça et deuxièmement, tout le monde n'est pas avocat quand tu regardes, la télé, donc moi, je Je peux suis en pas train faire, d'imaginer une pub sur un éditeur juridique passer, ouais. passer après le journal de 20 heures et je suis en train d'imaginer les gens en mode mais what? C'est que des avocats qui regardent la télé à cette heure. Oui. Non, Donc non, mais voilà, donc ok. c'est cette vision-là en fait qu'il manque, et moi j'ai énormément de chance que, Yousmundi me fait confiance et il me laisse en fait, de faire, des choses un peu différentes et qui sont pas, communs. Parce que ce que je fais en fait, si tu vois, tu as des autres marques, hein, qui sont pas Legal Tech, Webflow, je sais pas si tu connais un peu, Oui. ce site, si tu vas sur ce site, tu seras targeté avec leur pub et j'adore cette pub. J'aime bien en fait. Et tu vois ce que je Attends, veux tu me dire donnes avec envie d'aller voir. tu C'est que c'est seras drôle parce targeté? que hier, je suis allée au cinéma. J'y étais pas allée depuis 1000 ans, mais voilà, je suis allée au cinéma hier. Ouais. Et ils se sont lâchés là dans les pubs. Et je sais pas, il y a dû avoir une demi-heure de pub avant que le film commence. Ah oui, bah, comme chaque Bon, fois. mais c'est normal, il faut qu'ils fassent rentrer des sous là. Et, Oh. qu'est-ce que j'allais dire? Et il y avait des pubs qui étaient trop bien et il y avait des pubs qui étaient nulles. Et je me suis vraiment dit, mais c'est fou comme Ils on ont peut passer à dépensé pour ça. côté. Ah ouais, vraiment, je me suis dit, mais qui est cette agence enfin, pourquoi en fait, juste pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça et qui a validé cette pro. J'irai regarder la pub enfin le targeting avec De Webflow, Webflow. Ouais. mais Bon, tu ok. vas voir, c'est ça en fait ce que je veux dire, une marque qu'on aime bien. Mm. Et j'ai hâte en fait, moi je visite leur site internet pour être spammée avec leur pub parce que j'adore. Donc je revisite leur site internet pour voir les nouvelles pubs qui sortent. Et tu vois, et c'est ça en fait mon objectif, de créer une chose comme ça, une marque. Et c'est pas facile hein, quand tu travailles dans le monde des avocats, c'est très formel. Et moi, j'arrive avec mes deux pubs, j'ai des idées fortes. Après, je ne sais pas s'ils vont fonctionner ou pas, si ça sera accepté ou pas. Mais les avocats aiment bien l'humeur. C'est des gens qui sont rigolos. Hein, on pense que, OK, un avocat, une personne très sérieuse, mais finalement, non. Les personnes plus drôles que j'ai rencontrées dans ma vie, c'est des avocats. Et il apprécie énormément, je crois, ce côté avec l'humeur. Et du coup, c'est juste qu'on ne le fait pas dans ce domaine-là. Et moi, je tente avec les deux pubs. On va voir ce que ça donne. J'ai pas publié encore, mais on va voir la réponse, la réaction. D'ailleurs, sur Instagram, tu as beaucoup de comptes avec des mèmes liés Autour du aux droit qui sont avocats, la effectivement vie. drôles, ouais. Oui, oui, exactement. Et Donc, les avocats sur Twitter sont très drôles. Enfin, non, mais c'est oui, vrai qu'ils oui, ont quand oui. même une capacité à être drôles. Ça m'a fait penser le fait que tu dises que tu allais sur le site de Webflow juste pour être targeté par leur pub. Ça me fait penser au fait qu'il y a quelques années, il y avait eu une série de pubs. C'était en 2013. Tu vois, je suis en train de faire la recherche en parallèle d'une enseigne de mode de luxe éthique qui, je pense, a Oui. d'ailleurs n'existe plus, qui s'appelait Maillet, Maiyet. Et ils avaient fait une très belle série de vidéos avec une mannequin magnifique qui s'appelle Daria Verboui. Oui. Et c'était en Afrique.
dans la savane. Enfin, c'était juste absolument magnifique. Et j'allais regarder ces pubs, mais comme si je regardais des courts-métrages, en fait. Et donc, voilà. Donc, ça me fait marrer que tu dises ça maintenant sur... Mais écoute, je souhaite aux acteurs juridiques de développer de créer cette attente, en fait, de créer cette attente où on se dit mais ils font des pubs ou ils font des contenus, Oui, j'ai hâte de recevoir la newsletter de tel cabinet, j'ai hâte exactement. d'écouter le podcast de tel avocat, de voir leur prochain article de blog, etc. Je pense quand même qu'il commence à y avoir des cabinets d'avocats qui font des choses intéressantes. Moi, je pense, enfin voilà, par exemple, à l'excellente revue Third du cabinet Parallèle Avocat, avec comme associé Arthur Millerand que j'ai interviewé au tout début de Fleur d'Avocat, et je pense que pour le coup, tu vois, c'est un média qui est attendu et pas juste qui est là et où on se dit bon, encore une newsletter d'avocat nulle, tu vois. Ah, Voilà, ils ont gagné de nouveau, c'est la même chose exactement. chaque fois. Exactement. Ils sont Oui, encore dans Décideur, quelle année? Ouh, quelle surprise! quelle surprise, ouais, ouais, Ils c'est sont ça, dans le c'est Légal ça. Mais 500 cette ça, c'est année. vrai que ça commence avec, ça change d'ailleurs avec la génération, la future, les jeunes cabinets d'avocats, parce qu'ils ont cette vision un peu différente que les cabinets qui sont établis depuis je sais pas combien de décennies. Mais oui, c'est quelque chose pour les grands cabinets aussi de tenter d'essayer de changer un peu leur stratégie. Bon, ben c'est super. Quelle est ta dernière joie? De Ta dernière joie? attends, Attends, je je réfléchis, ma dernière réfléchis. joie. Non, non, parce que c'est vrai, je pense que si on prend un exemple de pandémie, les bars et les restaurants sont ouverts, donc c'est pas du tout personnel. Je crois que c'est un joie partagé avec tout le monde, qui sont à Paris, en confinement depuis 1 an et demi, presque 1 an et demi. Mais moi, j'aime bien sortir, j'aime bien aussi, travailler avec mes collègues et tout ça, et du coup de reprendre la reprise de l'activité dans les bureaux, et de faire peut-être arbitration happy hour en personne. T'imagines? Mais ça pourra plus être aussi international, ou peut-être Voilà, une c'est fois par ça, an, tu c'est pourras ça. faire un grand congrès international de Exactement. Arbitration Happy Hour. Et Peut-être je peux faire ça avec les conférences, parce que tu as des conférences internationales sur Paris, et peut-être que je peux organiser un événement comme les gens voyagent. Mais voilà, mais je suis tellement contente que enfin on a un peu la vie normale qui reprend. bon, bah, c'est formidable. Merci beaucoup, Snéha, pour cet échange ensemble. C'était top, c'était très joyeux. Et j'invite tout le monde, bien évidemment, à te suivre sur LinkedIn. Et puis, ceux qui ont Clubhouse ou qui veulent se lancer dans ce vortex, eh bien, Et de te suivre si sur quelqu'un Clubhouse. cherche, si quelqu'un cherche une invitation de Clubhouse, je peux envoyer ça aussi, donc il n'y a aucun souci. Ok, très Et bien. Eh merci bien, beaucoup le message est passé. encore une fois. Et merci, j'aime bien, j'ai écouté quelques épisodes. C'est un vrai boulot, donc félicitations à toi aussi pour tout ce que tu fais, et les formations pour les avocats, c'est très important. Donc bien joué, bien vu cette gap, le besoin des avocats, et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, Snéha. Merci.